Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de la deuxième journée du retour à la base. Vous savez, cette course inédite du côté entre la Martinique et l'Orient, qualificatif pour le prochain Vendée Globe, et qui est une course importante pour tous les concurrents qui sont là au départ, parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent la qualif, qui avaient besoin de cette course, qui ont besoin surtout de finir cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. PS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment le biathlon. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis n'hésitez pas à mettre la petite cloche si vous voulez être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, le pouce bleu également, ça c'est toujours très intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, ça permet d'améliorer le référencement de celle-ci. On commence tout de suite avec cette deuxième journée, une situation de course qui est similaire à la veille, c'est-à-dire on monte plein nord. Et puis on essaie de récupérer le vent portant des dépressions qu'il y aura dans l'Atlantique Nord dans les jours à venir. Donc en termes de situation météo, il n'y a pas eu vraiment de gros changements. C'est-à-dire que on a toujours du mal à savoir si les dépressions vont plutôt aller un peu plus au nord ou un peu plus au sud. La voie étant que la zone de Môle ici va rester assez stable selon les prévisions météo, donc c'est de savoir est-ce que cette zone de vent reste à la même latitude ou est-ce qu'elle monte un peu cette zone de vent. Pour le moment, quand on regarde un petit peu la carte, il semblerait que cette zone de vent ait tendance à légèrement monter. Alors à 35 heures, là on va voir parce que ma connexion internet n'est pas folle, donc normalement la zone de dépression devrait un petit peu monter. Donc l'idée des concurrents, c'est de monter encore là. Et ensuite, ça serait de bifurquer pour avoir du portant. Et surtout, ne pas rater cette porte au niveau des Açores. Pardon, chaque fois j'ai envie de dire Madère, mais non, c'est les Açores. Madère, c'est là. Là, c'est les Canaries plutôt. Et Madère, c'est Madère, c'est là. Donc l'idée ça va être de prendre ce vent pour porter jusqu'à cette première porte qui emmène pour le moment dans une zone de Môle, mais bon ça sera pas encore le cas dans 5-6 jours, même plus peut-être. Et puis surtout l'idée c'est d'avoir du vent portant pour l'arrivée vers l'Orient, le vent qui pourrait être fort en sachant que cette porte là encore une fois peut être annulée par les organisateurs. Ces portes sont surtout faites pour donner des temps de passage, pour donner des écarts au classement, notamment là à peu près à deux tiers de course, pour avoir des écarts vraiment en temps et pas simplement des écarts en minutes nautiques. Donc voilà la situation météo dans les heures à venir. Donc toujours l'idée de monter plein nord. Et puis ensuite, il va y avoir une vraie réflexion à se poser. C'est que est-ce que je prends du vent fort, mais au risque peut-être de casser des éléments sur mon bateau qui pourraient m'empêcher d'être performant en fin de course? Parce que là, vu comment on est parti, de toute manière, les concurrents, à part s'il y avait une grosse casse qui les obligerait à se dérouter vers les États-Unis ou le Canada, l'idée est plutôt quand même d'aller au bout, coûte que coûte. Mais la question va être de savoir, est-ce que je vais au bout en ayant des bouts de cassés, ce qui pourrait peut-être nuire à ma qualification? Parce que je rappelle qu'il faut être également à moins de 50% du temps du vainqueur. Ou est-ce que moi je décide de prendre le risque parce que je me dis qu'il y a un gros coup stratégique à faire et que je peux peut-être aller gagner une course IMOCA, ce qui est jamais facile d'aller chercher une course IMOCA. Donc il va vraiment y avoir des réflexions au niveau de quoi faire dans les heures à venir. Bon, on regarde un petit peu la situation au niveau de la flotte. Vous voyez que c'est encore très très compact. Alors Charal a 14 000 nautiques d'avance sur Sam Gouchal, mais en fait c'est parce qu'il est plus proche de l'orthodromie qui est ici. Et que là on a quand même tendance à s'éloigner énormément de l'orthodromie, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu devant, parce qu'il est un peu décalé en trajectoire par rapport au reste de la meute. Donc on retrouve également deuxième, donc Sam Gouchal qui montre, qui confirme que son bateau va vite.
On l'avait vu avec Antoine Corr lors de la Transat Jacques Vabre, mais là ça se confirme que même en solitaire, donc même en n'utilisant pas 100% des capacités du bateau, eh bien le bateau va vite, avec notamment 16,9 nœuds sur les 24 dernières heures, donc c'est même un peu plus rapide que Charal qui est à 15,8, Charal qui est un petit peu un des bateaux références quand même de la catégorie. Nicolas Luven également, et à peu près sur la même trajectoire que Charal, donc c'est pour ça qu'il est troisième, encore une fois parce qu'il est plus proche de l'orthodromie. Il est dans les mêmes vitesses que Charal, hein, on voit sur les 24 dernières heures, un peu plus rapide sur les 4 dernières heures, 16 nœuds contre 14 nœuds 5 du côté de Nicolas Luven. On rappelle que Nicolas Luven c'est également important pour lui parce qu'il il connaît le bateau, Holcim PRB, mais il ne devait pas faire le prochain Vendée Globe, sauf que je rappelle qu'avec les déboires judiciaires de Kevin Escoffier, eh bien, on a changé la donne du côté de Holcim PRB et on a décidé de lui confier le bateau. C'était quand même un skipper qui a de l'expérience, hein, Nicolas Luven. C'est pas un nouveau concurrent véritablement chez les IMOCA. Enfin, il a déjà concouru quelques fois sur des IMOCA en équipage. Enfin, voilà, il a fait des choses. Derrière, on retrouve donc Johan Richaud, toujours là sur Paprec, qui suit Sam Goodchild. Ils se sont déjà quand même pas mal suivis également sur la dernière Transat Jacques Vabre, donc on continue. Là aussi avec des belles moyennes hein, pour ces deux bateaux. On verra comment ça se passera également au vent portant du côté de cette catégorie. Groupe Dubreuil, lui, est un peu descendu dans le classement. Il était, je crois, deuxième hier. Il est cinquième. Aujourd'hui, c'est pas la plus grosse chute au classement. La plus grosse chute au classement, c'est Clarisse Kremer qui est désormais 10e, alors qu'hier elle était 3e, elle était vraiment dans le bon paquet. Mais elle s'est aussi éloignée de l'orthodromie. Et la belle remontée quand même d'Initiative Cœur, parce qu'hier Initiative Cœur était quasiment à côté de Groupe Apicile, de Damien Seguin, donc elle était distancée par rapport à ce peloton de tête, et elle a réussi à re-rentrer dans ce peloton de tête avec un bateau qui est quand même performant, 16 nœuds 2 sur les 24 dernières heures, donc c'est l'une des meilleures moyennes avec Force de Planète, Arkea, voilà, ça fait partie des bateaux qui vont vite pour le moment et qui vont surtout un peu plus vite que leurs camarades. On retrouve donc Fort People avec Thomas Ruillant 6e. On sait que c'est quand même un bateau qui est surtout fort au portant. Donc là, on n'est pas encore au portant. On est plutôt là, on est avec du vent de côté. Alors c'est pas catastrophique, mais c'est un bateau qui a l'air d'être un peu moins à l'aise dans ces conditions-là. Et puis Bureau Vallée, lui on sait que c'est un bateau qui est fort au portant parce que je rappelle que c'est l'ancien Occitane en Provence d'Armel Tripon, donc c'est l'un des bateaux qui a la plus grosse envergure, c'est-à-dire le plus gros écartement d'un bord à l'autre du bateau, donc c'est-à-dire d'un foil à l'autre parce qu'il a des foils qui sont très larges et très éloignés du bateau. C'était les anciennes règles IMOCA qui permettaient de faire ça. Maintenant, on a créé un petit peu des restrictions sur les largeurs de bateau parce que c'est vrai qu'Armel Tripon était allé vraiment à l'extrême avec ce bateau, donc qui est très fort au portant et qui a un peu plus de mal, notamment dans des situations de navigation au près sur ce bateau de Louis Burton, parce qu'à chaque fois je dis Burton, c'est Burton, normalement qu'il faut prononcer. Et puis on a Boris Herman, que toujours voilà dans ce paquet avec un bateau on sait qui est fiable, et puis Clarisse Kremer voilà qui est un petit peu descendu, en sachant que Clarisse Kremer, je vais me répéter parce qu'on en avait parlé, je sais plus si on en avait parlé sur la Transat Jacques Vabre, mais donc Clarisse Kremer, c'est l'ancien Apivia de Charlie Dalin, donc le bateau qui était le plus fiable et le plus performant de la classe du côté des IMOCA lors du dernier Vendée Globe, le bateau qui est arrivé en première position, enfin qui est arrivé en premier du côté des Sables d'Olonne, mais qui n'a pas gagné la course, parce que je rappelle, il y avait eu les pénalités les pénalités de temps, les bonus de temps donnés notamment au Maître Coq qui n'est pas au départ, qui devait faire cette course, Maître Coq, avec Yannick Bestaven, mais qui n'est pas au départ pour des raisons de problèmes techniques qu'a eu ce bateau pendant la Transat Jacques Vabre, et ce qui fait que on s'attendait à ce que Clarisse Kremer soit performante, même si c'est un bateau qu'elle ne maîtrise pas totalement parce que c'est un bateau à foil, donc c'est vrai que elle était sur un bateau à dérive jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que je rappelle que la vente de ce bateau était assez particulière. Au départ, Apivia avait vendu à Banque Populaire, donc à Clarisse Kremer, sauf que Banque Populaire voulait que Clarisse Kremer ait une wildcard automatique, sauf que l'organisation du Vendée Globe a dit ça se passe pas comme ça les cocos, on va attendre de savoir qui est éliminé pour donner les wildcards,
Et si on en donne une ou deux, on verra combien de wildcards on donne. Si il y a un gros sponsor qui serait éliminé, ça permet de récupérer. Imaginons Charlie Dalin serait éliminé, ça permet de le récupérer un petit peu en catastrophe, cette wildcard. Donc on attend de voir qui est éliminé et on ne le fait pas 3 ans avant. Ça n'a pas plu à Banque Populaire qui s'est dit on va peut-être pas pouvoir participer au prochain Vendée Globe, donc on dégage Clarisse Kremer et on revend le bateau. Alex Thompson a racheté le bateau pour techniquement Yann Roberts, c'était ça l'idée, mais c'est dit Yann Roberts c'est peut-être encore un petit peu tendre. Donc je vais le confier à Clarisse Kremer qui va devoir par contre trouver un sponsor parce que ça va être une sorte de location. Sauf que avec ces différents rachats de bateaux, Clarisse Kremer n'a aucune information sur son bateau. C'est-à-dire qu'elle l'a dit quand elle a acheté le bateau, quand elle a récupéré le bateau, elle n'a aucune polaire et aucune information sur les réglages. Vraiment, elle n'a que le bateau. Et tout ce travail-là de réglage, elle le fait depuis la Fastnet. Et forcément, elle apprend beaucoup dans des conditions différentes. Donc c'est pour ça que des fois, sa vitesse n'est pas toujours en adéquation forcément avec la performance du bateau parce qu'il lui manque des données de réglage. Derrière, on retrouve donc Groupe Apécier qui est toujours un petit peu distancé et qui voit surtout MACSF un petit peu revenir sur lui. Voilà, 15-2 contre 15 000 nautiques. On a également Kojiro Shiraishi qui est là. Pip Air qui est toujours là avec Romain Attanasio. Là, on est au top 15. On voit que ce top 15 est quand même seulement à 80 000 nautiques de la tête de course. Donc, quand je vous disais que le peloton est compact, c'est qu'il est très complète. Et Arnaud Boissière, il est à 107 000, mais il est très décalé au niveau de l'orthodromie et au niveau des concurrents de devant. Il est vraiment sur une autre stratégie, sur une stratégie un petit peu plus à l'est. Derrière, on retrouve Alan Roura. Moi, j'ai du mal quand même avec Alan Roura parce que ce bateau, c'est l'ancien bateau d'Alex Thompson. Donc, on sait que c'est un bateau qui est hyper rapide. Ce bateau, il l'avait démontré Alex Thompson. Il a eu des problèmes de fiabilité, mais il avait montré sa vitesse. Je ne comprends pas pourquoi, depuis que Alan Roura l'a récupéré, il a du mal à faire mieux que 19e ou 18e de course. C'est un bateau qui doit être dans le top 10. C'est un bateau qui doit être dans le paquet de devant. C'est un bateau qui était capable de concurrencer au moins à Pessil. Donc, il devrait être au niveau d'Apessil, ce bateau-là. Pour l'instant, il n'est pas à ce niveau-là. Benjamin Ferré est pas loin avec un bateau et Violette d'Orange pas loin non plus. Avec, je rappelle, des bateaux à dérive, le bateau de Jean Le Cam. C'est-à-dire que c'est un bateau il y a 15 ans, pas 15 ans, mais 10 ans d'écart entre ces deux bateaux. On dirait pas en termes de performance, même si on sait que le bateau de Jean Le Cam est très performant. Benjamin Ferré est pas loin. Benjamin Ferré, je pense que pour le prochain Vendée Globe, pour la victoire en catégorie dérive, ou au moins le podium dans cette catégorie-là, ça peut être un sacré client. Parce qu'on l'a vu sur la Transat Jacques Vabre, mais il est vraiment très bon. Louis Duc, lui, il aime bien les situations de vent fort, donc c'est toujours le marin le plus courageux, j'ai envie de dire, en termes de Louis Duc. Il n'a pas peur du vent fort, donc on le voit, il est un peu décalé aussi. Et puis on retrouve Guirec Soudé, Manuel Cousin et Conrad Coleman qui sont juste derrière, là également, sur des bateaux à dérive. Fabrice Amédéo, lui, est à l'arrière de la flotte. Il est en train quand même de rattraper Jing Juxiu. Je rappelle que Fabrice Amédéo, hier, a fait une pénalité de 5 heures. Et surtout, bonne nouvelle, Tanguy Le Turquet est reparti de Martinique. Lui qui enchaîne quasiment les deux courses, donc il est reparti assez vite. Il a que 313 000 de retard. Et surtout, il est qu'à 200 000, même pas d'un Fabrice Amédéo. Il est à 130 000 d'un Fabrice Amédéo. Donc ça va être son objectif. Il va pas faire du convoyage. Son objectif, ça va être d'aller récupérer les concurrents un peu plus en difficulté. Jean Le Cam, lui, n'est toujours pas parti. Et ça commence à être un petit peu inquiétant pour être dans les temps des vainqueurs. Après, Jean Le Cam, il est dans une autre catégorie de bateaux, parce que je rappelle que pour le prochain Vendée Globe, vous avez les anciens bateaux et les bateaux neufs. Jean Le Cam fait partie des bateaux neufs, donc les critères de sélection sont un petit peu différents. Donc je dirais que son objectif, c'est vraiment de finir du côté de Jean Le Cam. Mais voilà, il va falloir quand même passer la ligne de départ. La ligne de départ est ouverte 6 jours après le départ réel. Donc là, ça fait déjà 2 jours que les premiers sont partis. Donc ça serait dommageable que Jean Le Cam se retrouve avec un énorme délai au niveau du départ. Bon, on verra tout ça demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mer Production. Ciao, ciao!